Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Victorieux en milieu de semaine dernière à San Siro, puis défaite 3 jours plus tard à Brest pour la toute première fois de la saison. Ce cru lillois est séduisant, mais pose question, peut-il s'autoriser à rêver en très grand ? Alors le point de départ de cette réflexion, c'est évidemment le match de jeudi dernier, cette victoire éclatante contre le Milan AC 3-0, une gifle bien sentie sur la pelouse d'un des favoris de la compétition. Mécaniquement, on peut dire que ça autorise à rêver, et d'ailleurs, petit point historique, c'est pas la première fois que le LOSC triomphe à San Siro, en 2006 déjà, ils avaient renversé la vapeur dans le groupe H et décroché leur billet pour les huitièmes de finale de Champions League avec un succès 2-0 contre les futurs champions d'Europe. Je me souviens très bien de ce match parce que je l'avais vu en direct, et je me souviens aussi d'avoir eu très mal au cœur, même en tant que supporter lyonnais, d'avoir eu très mal au cœur sur le coup franc vite tiré de Ryan Giggs au tour suivant. Donc voilà, fin de la parenthèse historique. D'un point de vue comptable, cette victoire, la victoire de la semaine dernière, permet surtout au LOSC de prendre la tête du groupe H. Un match nul et 2 victoires, donc la première c'était un large succès 4-1 contre le Sparta, où j'avais trouvé un Lille assez mature, un Lille un peu tête froide, qui avait su faire parler sa supériorité technique, malgré un déluge d'occasions manquées en première mi-temps, malgré un adversaire en infériorité numérique, qui a mis beaucoup d'agressivité, qui de mon point de vue essayait peut-être un peu de faire disjoncter les Lillois. Il y a ce but égalisateur encaissé juste au retour des vestiaires aussi, qui peut faire mal aux têtes. Bref, on peut pas y accorder nécessairement trop de crédit parce qu'il y avait quand même un différentiel de qualité assez substantiel entre les deux effectifs, mais j'ai bien aimé l'attitude, et malgré trop de passivité sur l'ouverture du score d'Elioun aussi une semaine plus tard, la réalité c'est que Lille aurait sans doute dû l'emporter contre le Celtic aussi. D'ailleurs les expected goals disent bien le déséquilibre d'efficacité, 2,83 XG pour le LOSC, 0,51 pour le Celtic, mené 0-2 ça revient à 2 partout, ça frappe la barre, il y a un penalty raté aussi. Bref, sur ces 3 matchs j'ai vu une équipe de qualité, et c'est assez cohérent avec le visage montré en Ligue 1 aussi. Certes, il y a cette défaite contre des Brestois joueurs le week-end dernier qui fait un peu tâche, mais c'est la première de la saison. Avec 19 points, le LOSC est d'ailleurs le seul dauphin du PSG, et sur tout ce qu'on voit depuis un moment, Lille à la deuxième place est à sa place. Donc voilà plus ou moins la situation en surface. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on gratte un peu, quand on cherche à voir ce qu'il y a derrière les résultats, on découvre 2 atouts majeurs. Le premier étant un effectif riche. Alors malgré les ventes, les départs de Gabriel et d'Osimhen, le LOSC a conservé une grande partie de ses forces vives et a même consenti à quelques additions. Le résultat, c'est un 11 très solide. Il y a d'abord la charnière Fonté-Botman. Si Lille est la deuxième défense de Ligue 1 cette saison, c'est en bonne partie grâce à eux. C'est en bonne partie grâce à Mike Maignan aussi, qui est le meilleur gardien de France en 2020-2021 si on s'en fie au post-shot expected goals. C'est la stat qui permet de savoir combien un gardien sauve de buts de plus ou de moins par rapport à un gardien moyen, et cette saison il a sauvé 4,4 buts de plus que ce qu'il aurait dû, donc sur les 10 premières journées, 0,44 par 90 minutes, il n'y a que Keylor Navas qui s'en approche, et encore il est derrière Mike Maignan, donc c'est assez éloquent. Énorme coup de cœur pour Renato Sanchez également, qui a fait un match frisson à San Siro. J'ai la compile de 12 minutes avec tous ses ballons touchés sur le match, j'ai ça sur mon ordi si ça en intéresse certains, mais attention, c'est une vraie drogue, il a été absolument phénoménal, et associé à Benjamin André, ça fait un autre duo axial très solide. Un peu plus d'interrogations sur le secteur offensif peut-être, où on a 2 Jonathan qui déçoivent un peu, que ce soit David ou Ikoné, mais un troisième qui renaît, ou en tout cas qui redevient décisif. Bamba, déjà 4 buts et 4 passes D sur les 10 premières journées. Burak Yılmaz, je comprends que ce soit pas au goût de tout le monde, mais je pense que ça peut être très utile sur plusieurs configurations tactiques, et il marque ses buts, 6 buts déjà, assorti de 2 passes D. Enfin, au-delà des premiers choix de qualité, il y a un banc intéressant qui permet de raisonnablement jouer sur plusieurs tableaux et ou de faire des changements qui amènent de l'impact. Surtout, je pense qu'un point majeur, c'est que plusieurs éléments ont encore un potentiel à débloquer, et ça permet de se dire que quand on voit Lille aujourd'hui, on voit une équipe performante qui pourrait le devenir encore plus. Qu'est-ce qui va se passer par exemple si Jonathan David prend ses marques et écarte les doutes, un peu comme ce qu'est en train de faire Yazidje en ce moment. Donc ça, disons que c'est la première grande force du LOSC, un effectif fourni qualitativement et quantitativement qui n'a pas encore atteint son zénith. Il y a encore une marge de progression à aller chercher, c'est la première grande force, mais la deuxième, elle est peut-être encore plus rare, c'est une attitude mentale de haut niveau. De ce que je vois personnellement, c'est-à-dire dans le degré d'investissement sur le terrain, le niveau d'effort et d'intensité, les réactions face aux événements contraires, les discours, dans tout ça, je peux me tromper, mais je sens un groupe concerné, avec de la qualité mentale, qui a connu, qui est passé par des moments difficiles, et qui commence à dégager une certaine maturité. C'est notamment là qu'à mes yeux, le travail de Galtier mérite distinction. C'est un peu un cliché dans le foot, mais ça en reste pas moins un axiome fondamental. Quand je vois Lille, je vois une vraie équipe. Alors est-ce que c'est suffisant maintenant pour rêver d'un sacre européen cette année ? Bon, en réalité, sûrement pas, et c'est pas parce que tu bats un des favoris, en l'occurrence le Milan AC, que tu deviens un favori, comme le dirait Mike de Breaking Bad. Listen, Walter,
Just because you shot Jesse James, don't make you Jesse James. D'ailleurs, quand on regarde les cotes pour la victoire finale sur BetClick, qui est, c'est vrai, un des partenaires de la chaîne, mais je trouve en l'occurrence un bon indicateur de la perception globale, le LOSC est très loin des cadors. On a d'abord Arsenal à 6,50, ensuite Tottenham, Milan AC, Leicester, Naples, Villarreal, on a Leverkusen, la Roma, Benfica, la Real Sociedad, Hoffenheim, et le LOSC du coup est 12e, coté à 30, derrière même Hoffenheim à 25. Puis en plus de ce tableau, à ce tableau, il faut ajouter tous les troisièmes de groupe de Ligue des Champions qui vont être versés. Et quand on voit le groupe B par exemple, peu importe qui sort, ce sera un favori en Ligue Europa. Entre l'Ajax et l'Atalanta, il y aura un client aussi. Et puis évidemment, le groupe du PSG dont on a pas mal parlé il y a quelques vidéos, mais là aussi c'est un cador qui va venir se mêler à la course. Puis quand on regarde les vainqueurs des dernières années, que ce soit Séville, Chelsea, l'Atlético, Manchester United, disons que ça dimensionne un peu le rêve et que ça lui donne, il est vrai, une nature quasi inaccessible. Mais l'idée sur laquelle je voudrais terminer cette vidéo, c'est que Lille, sans nécessairement viser le trophée, doit avoir pour ambition de vivre une saison européenne historique. Le LOSC, c'est un club français proéminent qui est appelé à jouer les premiers rôles dans un futur plus ou moins proche, qui a un projet en construction sur la piste ascendante, mais c'est un club qui n'a pas masse d'exploits européens à son actif, qui n'a jamais dépassé les huitièmes de finale de C1 ou de C3 par exemple. J'évoquais tout à l'heure mon souvenir de 2006-2007, mais au-delà, la France et le football français n'a pas vraiment vibré sur une belle campagne lilloise, alors que pourtant, que ce soit en matière de popularité, d'accomplissement sportif, de construction historique, même à court terme d'attraction ou de rétention de joueurs, il me semble y avoir beaucoup de choses à aller chercher avec une belle campagne européenne. Cette année, c'est possible. Donc il faut saisir l'opportunité pour viser, je dirais, au moins l'écart. En tout cas, voilà les amis, on touche à la fin de cette courte vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater la prochaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Enfin, si vous voulez mettre une petite pièce sur la victoire finale du LOSC, côté à 30, ou une plus grosse relativement sur sa qualification à la première place du groupe H, ça c'est à 2,15, vous pouvez vous inscrire sur BetClick avec le code promo WILOU. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et comme je vous le dis souvent, ça m'aide vraiment beaucoup, c'est une des toutes meilleures manières d'aider la chaîne, donc n'hésitez pas. Et puis enfin, je voulais finir avec deux choses. La première, pour les supporters lillois parmi vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires jusqu'où vous voyez le LOSC aller, et puis même pour les non-supporters lillois en fait, jusqu'où vous voyez le LOSC aller cette année en Europa League. La toute dernière chose du coup, c'est une dédicace à mon ami Romain Molina qui vient de sortir son tout dernier livre que, comme d'habitude, je vous recommande vraiment sans réserve. Je vais en parler un petit peu sur mon Twitter et vous mettre un lien qu'il faut aussi en commentaire, donc n'hésitez pas. De notre côté, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée, prenez soin de vous et de vos proches, passez un super week-end aussi, et donc on se dit à bientôt, bisous.